Et hop, et voilà. Bien, on va mettre Monia et ensuite on va y aller. Donc Monia est parmi nous. Bonjour Monia. Donc comme je disais, donc, je m'appelle Clément et en fait depuis 2 ans j'ai créé Optimasso vraiment dans le but d'aider les associations à se développer et j'ai l'immense plaisir de co-animer cette réunion, cette webconférence sur la communication avec Esther que je vais laisser se présenter. Alors, moi, je suis ravie de retrouver parmi les personnes de ce soir pas mal de choupis du groupe d'associations, d'entraide aux associations. Donc, super de nous avoir suivis jusque-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Esther et je suis associative angel, c'est-à-dire que comme les business angels, je suis là pour aider les associations à se développer. Ma mission, c'est vraiment l'accompagnement et la formation des associations à la communication large, c'est-à-dire aussi bien en interne, parce que des fois, ça coince un peu dans les angles, aussi la formation à la communication de proximité, assez traditionnelle, peut-être à faire évoluer des fois, et digital avec les réseaux sociaux et sites et blogs. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à Clément de m'avoir donné l'opportunité de sortir de ma zone de confort en faisant un webinaire, ce qui n'est pas du tout mon format habituel de communication. Avec plaisir. Du coup, juste avant de commencer, j'ai demandé à chacun, s'il vous plaît, de couper les micros et vous l'activez seulement si vous voulez prendre la parole. On va faire thème par thème et à chaque fois, c'est vraiment un double sens. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Si vous ne pouvez pas forcément parler, il y a un chat à votre disposition. Vous pouvez donc poser votre question. Voilà. Mais pour éviter tous les bruits parasites et pour que ça se passe le mieux possible, on coupe les micros et on l'ouvre que si on souhaite parler. On va essayer de faire une webconférence à peu près d'1 heure. On va être assez concis et après, vous n'hésitez pas vraiment à échanger, à poser toutes vos questions. Donc, juste avant de commencer, je voulais faire un petit rappel sur ce que c'est la communication. Donc, dans un premier lieu, vous avez l'émetteur, c'est finalement vous, votre président, ça peut être les éducateurs qui parlent à leurs athlètes ou votre chargé de communication. Voilà, ça, c'est la personne qui va émettre finalement le message. Alors, le message, le but du jeu, c'est que la personne en face, elle comprenne. Donc, j'ai pris une citation d'Albert Einstein qui dit « Il faut rendre les choses aussi simples que possible, mais pas plus ». Voici ce que va être finalement votre message pour que tout le monde puisse le comprendre. Il faudra vraiment l'adapter. Ensuite, vous avez votre canal de distribution. C'est finalement le support que vous allez utiliser pour faire passer le message. Alors souvent, les entraîneurs, puisque là, je vois un entraîneur de basket ou d'escrime, va utiliser sa voix, ça va être un support. Mais là, avec Esther, nous, on va utiliser le support Zoom qui va finalement permettre de passer l'information par ce message. Différents supports vont être utilisés. À vous de l'adapter en fonction de votre population, en fonction du destinataire, finalement le récepteur. C'est celui qui va avoir finalement votre message. Ça, c'est un long chemin. Et je me suis amusé à tracer le chemin. J'ai fait le plus long chemin possible parce qu'en fait, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que finalement vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre et ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous comprenez, et du coup, il y a un long chemin. Donc finalement, ce que je pense et ce que vous comprenez, il y a pas mal de filtres. Et notre boulot avec Esther sur ce webinaire, ça va être de lever un maximum de filtres pour que le message il aille le mieux possible de l'émetteur au récepteur. Voici pour l'introduction. Je vais laisser du coup la parole à Esther qui va expliquer un petit peu les 7 erreurs à éviter. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors avec Clément, comme lui, il est sur les clubs sportifs, on a prévu une partie de ping-pong, c'est-à-dire que ça sera chacun notre tour. Tout ce qui est en rose, c'est pour les choupis, donc ce sera les thèmes que moi je vais aborder. Tout ce qui est en bleu, c'est pour Clément. Donc nous parlerons c'est l'expression que j'entends le plus souvent, c'est mon site est premier sur Google. On va voir ce que ça veut dire ou pas. Clément après nous dira ce que peut être une communication de mauvaise qualité et comment l'éviter. Je vous parlerai d'être actif dans votre communication. Clément vous précisera d'en faire trop ou pas assez, quelles sont les limites à respecter. Un sujet qui me tient à cœur. Merci Clément d'avoir mis une petite fleur à ce sujet-là. C'est oublier les bonnes manières et en tout cas essayer de s'en rappeler aussi, ça serait bien.
Ensuite, nous parlerons de la communication improvisée et en urgence. Souvent, ça va ensemble. Finalement, je vous parlerai pour ma part de travailler avec la presse. Ceux qui me suivent savent que c'est un gros sujet récurrent chez moi. Et puis, Clément nous a prévu un petit bonus qu'il a mis en cachette pour que ce soit la surprise de dernière minute. Mais ce n'est pas du tout improvisé, je vous garantis. Allez, on commence. Premier sujet. Ah là là, le nombre d'associations qui peuvent me dire en parlant de leur site, ah ouais, mais notre site, il est premier sur Google. Ils sont très fiers, je comprends. Sauf qu'en fait, cette phrase, ça ne veut juste rien dire du tout. C'est exactement comme vous dites, descendre en bas, monter en haut. Déjà, ça commence mal, quoi. En termes de communication, vous avez tout faux. Et ce qui, à chaque fois, me désole quand j'entends ça, surtout quand j'entends la fierté du président, du community manager qui est derrière, c'est que l'association croit avoir un site ultra optimisé, mais ce n'est pas du tout le cas. Je vais vous prendre un exemple tout à fait normal. C'est un des clubs auxquels je suis adhérente, c'est le Pacific Vapeur Club. C'est une association qui a un train vapeur et dans lequel on fait des merveilleux voyages. Mon président, comme beaucoup d'autres, me dit systématiquement « Ah, notre site sort premier ». Mais c'est évident, c'est le seul club au monde qui s'appelle Pacific Vapeur Club. Donc, vous pouvez le faire le test. Si vous tapez ce nom, c'est sûr qu'il sort premier, puisque c'est le seul. D'accord. En revanche, si vous faites la même recherche avec... excusez-moi, avant de vous dire ça, ça c'est cool d'être premier quand on sort sur notre nom. C'est des gens qui nous connaissent déjà. J'ai fait un voyage, vous avez fait un voyage avec moi dans le train, vous dites « Ah, j'aimerais bien les suivre, aller sur leur blog ». Eh bien, vous tapez Pacific Vapeur Club, vous trouvez tout de suite le site, vous pouvez tout de suite vous inscrire. Donc là, le site, il n'a pas réellement besoin de ce référencement, puisque c'est qu'une carte de visite géante finalement. Donc, on le trouve, ça prouve qu'il n'y a pas de concurrence, c'est le seul à avoir ce nom, on le trouve en première intention. Ça, c'est génial pour des gens qui vous connaissent déjà. Mais le vrai but de Google, quand on fait une recherche sur Google, c'est d'être trouvé par des gens qui ne nous connaissent pas. C'est la magie, c'est l'intérêt du référencement. Donc, c'est ce que je vous disais, si vous faites une recherche sur train vapeur, alors même si vous êtes un peu plus pointu en faisant train vapeur France, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure pour être vraiment sûr de cet exemple-là, eh ben, le club auquel j'appartiens ne sort pas. Pourtant, on est quand même 800 adhérents, hein, mais il ne sort pas parce qu'il n'est pas référencé correctement. Son site n'est pas référencé. On va trouver, si on fait cette recherche, plusieurs magazines, donc Détour en France, on va trouver trainvapeur.fr. Bah oui, forcément, si je fais une recherche train vapeur, c'est normal qu'eux sortent. Mais le Pacific Vapeur ne sort même pas à la première page. Donc, quelqu'un qui se dirait, tiens, j'aimerais bien adhérer à un club avec un train vapeur, je l'ai vu passer dans ma ville, ça doit être super sympa. Il ne trouvera pas. Il ne trouvera pas ce club-là. Parce qu'il faut savoir, c'est là qu'il faut vraiment comprendre comment fonctionne Google. C'est un algorithme, ça vous en avez tous entendu parler. Mais en fait, cet algorithme, c'est le croisement de 19 algorithmes différents. Donc c'est un petit peu mystérieux. On arrive un peu à savoir quels sont les paramètres qui évoluent à gauche, à droite, machin, mais c'est que des petits détails, d'accord? Et ben, si on n'est pas parmi tous ces paramètres-là, on n'est pas bon sur le référencement. Et donc, votre nom d'association n'est pas suffisant pour un référencement, enfin, pas pour une petite association comme les nôtres. Donc, le référencement doit toujours se faire sur des mots-clés importants pour vous, comme train vapeur, par exemple, pour le Pacific Vapeur, ou basket, ou compétition de basket, ou des choses comme ça, en fonction de votre activité. Mais pas sur votre nom. Votre nom, ça ne sert à rien, il sortira forcément. Parmi les paramètres des différents algorithmes, il faut savoir qu'ils sont de différentes catégories. Il y a au moins 3 catégories. Il y a tous les paramètres de contenu. Donc là, on va rentrer la longueur du texte, on va noter les documents qui sont joints, on va noter les liens, enfin, vous voyez, tout ça, tout ce qui est contenu pur. Ensuite, il y a la technique. Dans la technique, on va rentrer la taille des photos, les titres des photos, les liens entrants.
Et de plus en plus, encore, surtout là depuis la dernière mise à jour de l'algorithme du mois de mai, pendant que nous on était confinés, Google en télétravail travaillait à fond les manettes. Et le nouveau algorithme tient compte de la qualité de votre site. Donc, les vieux sites, déjà, forcément, sont pénalisés là-dessus. Dans cette qualité, il y a l'expérience utilisateur. Si c'est fouillis, s'il se trompe, il revient. Il y a les taux rebonds. Donc, ça, c'est tous les gens qui se sont trompés. Ils ont cru que, et puis, ben non, ce n'était pas ce qu'ils cherchaient. Il va également y avoir l'opportunité, enfin, pas l'opportunité, c'est la cohérence. C'est-à-dire que j'ai fait une recherche train-vapeur et je tombe sur une petite voiture majorette. Il n'y a aucun rapport avec la choucroute. Et ben ça va pénaliser en fait mon référencement. Donc, il ne faut pas chercher à mettre des petits mots comme ça, trop bien que tout le monde va regarder. Il faut vraiment que ce soit hyper ciblé par rapport à votre site. Donc, pitié, ne me dites plus jamais « mon site est premier » sur le nom de votre association, mais dites-moi « mon site est premier sur » et derrière, c'est votre activité. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur le référencement et sur cette phrase de piège. Ok. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Des questions? Je ne vois pas le chat, moi, Clément, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, du coup, pareil, il est passé où le chat? Vu que je partage mon écran, je pense que tu Alors, attends, je regarde si je vois le chat. Je le vois où? Le converser. Est-ce que... J'ai aucune question. Allez. Quelqu'un veut lever la main? Non, c'est bon? Eh bien, on passe au sujet suivant, alors. Ouais. Donc, du coup, le deuxième, c'est la communication de mauvaise qualité. Alors, vous avez deux types de communication. Vous avez deux formats sur la communication. Vous avez votre contenu et le contenant. Déjà, au niveau de votre contenu, il doit être adapté au lecteur. Par exemple, quand on parle à des enfants, je n'ai pas le même discours quand je parle avec les adultes. Quand je parle avec un expert, quelqu'un qui connaît bien mon domaine de prédilection, je peux employer des mots qu'il va comprendre et que je n'emploierai pas face à quelqu'un qui est novice. Donc ça, c'est assez simple à comprendre, mais beaucoup de personnes l'oublient. Des fois, on parle souvent avec des syllabes, des acronymes et on ne vous suit pas. Donc, si vous voulez que votre message aille au bout, que votre message soit de qualité, pensez à bien être clair. Ensuite, vous avez une méthodologie par rapport à votre message. Alors, cette méthodologie, c'est la méthodologie AIDA. A pour attention. Donc, tout de suite, c'est le titre en règle générale ou la photo qui va attirer l'attention de la personne. Après, c'est le I pour intérêt. Il faut que dès la première ligne, dès les premières 5 secondes, vous avez suscité l'intérêt de la personne. Après, le D, c'est pour désir. Alors, le désir de continuer à lire votre article, de continuer à discuter avec vous. Et après, c'est le A pour l'appel à l'action. L'appel à l'action parce qu'en règle générale, il y a toujours une suite. Soit il vous répond, soit il communique, soit votre adhérent va venir s'inscrire, soit la personne va devenir bénévole dans votre association. Donc, c'est l'acronyme AIDA. C'est une méthodologie pour vous pour bien clarifier votre message. Donc, c'est attention, intérêt, désir et le passage à l'action. Au niveau du contenant, à vous de le choisir également en fonction de la personne avec qui vous allez discuter. Par exemple, moi, ma grand-mère, elle n'a pas Internet, donc je ne vais pas lui envoyer un mail tout de suite. D'accord? Pareil, je ne suis pas sûr que les MMS ou les SMS, ça va être à l'aise avec ça. Donc, je vais essayer d'adapter mon contenant pour qu'en fait, la qualité y soit et qu'elle puisse recevoir correctement mon message. Donc, voici ce que pour moi est un contenu de qualité. Et je voulais juste finir avec malheureusement les fautes d'orthographe ou des photos qui sont pixelisées et du coup assez floues. Vous n'allez pas du tout attirer l'attention de votre destinataire et surtout, il va très vite lâcher le message. On a tous lu des mails de personnes qu'on ne connaît pas avec plein de fautes d'orthographe. Ça nous donne un effort supplémentaire dans la lecture et du coup, on n'a pas forcément envie de poursuivre avec cette personne-là. Donc, faites un effort sur cette qualité-là. Voici pour le deuxième pilier de notre webinaire. Pareil, alors, si vous avez des questions. Je regarde. Non, personne n'a mis de questions. Très bien. On nous écoute avec un soin. Je vois certains qui prennent des notes. Waouh, c'est sérieux. On a la pression là en ce moment. On peut parler. Hein. Oui, n'hésitez pas les choupis. On peut sourire en restant sérieux, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Ceux qui connaissent, c'est que j'aime toujours pas travailler dans la convivialité, donc pas de problème. Les choupis, on est assez fusionnels, donc ça devrait aller. Sentez-vous à l'aise. Alors, le sujet numéro 3. Allez. Être actif dans sa communication.
Alors là, je vais faire un contre-exemple, en fait. Je vais vous prendre l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire. Avec des cas de cagnotte ou de collecte. Imaginez-vous dans votre vie, je pense que le matin, vous ne vous levez pas en vous disant « Tiens, j'ai 20 € à dépenser, où je vais les donner ». Je vais aller ouvrir un site de collecte en ligne et puis je vais choisir une association pour donner mes 20 €. Je pense que c'est assez exceptionnel les gens qui réagissent comme ça. La plupart des personnes vont donner, alors que ce soit de l'argent ou des biens. Des fois, les collectes, ça va être des produits de soins, ça va être des repas pour des SDF, enfin voilà. Elles vont plutôt donner parce qu'elles sont touchées par une cause. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous mettez en ligne, vous mettez une affiche, peu importe le support que vous choisissez, mais si vous vous contentez de communiquer seulement quand vous avez ce besoin de collecte ou de cagnotte, honnêtement, ça va tomber à plat. Les gens, ils ne vous connaissent pas forcément, ils ne savent pas quelles sont vos valeurs, ils ne savent pas forcément pourquoi vous faites ça, quel va être l'intérêt de faire ça. Ça va tomber à plat. Il faut toujours que ce genre de communication, quand vous commencez à demander aux gens, en fait, il n'y a pas d'autre mot que vous tapez 100 balles aux gens, quoi. Hein, vous êtes dans la rue, vous tapez 100 balles. On l'a connu à une autre époque. Il faut que les gens ils vous connaissent, qu'ils savent pourquoi vous faites ça. Donc, cette communication de cagnotte ou de collecte doit s'intégrer dans une communication générale. Évidemment, quand c'est les restos du cœur qui viennent vous voir avec leur petite boîte de conserve et leur fente, vous savez, mais parce qu'eux, ils ont déjà une communication. Quand c'est vous, votre petite association, quand je dis petite, c'est pas pour vous rabaisser, hein, c'est juste relatif, il va de soi, qui va en faire autant, vous tombez un peu comme un cheveu sur la soupe dans la vie des gens. Donc, il faut anticiper par rapport à cet objectif de collecte et de cagnotte en communiquant de manière, on va dire, désintéressée. C'est-à-dire que vous allez communiquer sur votre structure, sur votre activité en général, comme aider les futures mères qui sont SDF, par exemple. Expliquer ça. Voilà. Ensuite, vous allez parler de vos valeurs. Quelles sont les personnes que vous aidez, pourquoi vous les aidez, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui vous motive à faire ça. Donnez éventuellement des chiffres. Combien de personnes avez-vous aidé l'année dernière? Combien avez-vous bénévoles pour faire ça? Si on donne 1 €, ça va représenter combien de repas, par exemple, ou ça va représenter combien de temps de scolarisation pour un enfant dans un pays lointain? Resituer en fait réellement le contexte. Et à partir de là, effectivement, vos messages porteront plus. Ce ne sera pas juste tape à 100 balles, ce sera on vient vous aider parce qu'on adhère à votre projet et on vient adhérer à votre enfin, on souhaite vous aider. Donc, être actif dans sa communication, c'est prévoir une communication globale dans une visée un peu plus lointaine et entre autres, les collectes en font partie. Mais il n'y a pas qu'elles. Il n'y a pas qu'elles. Ça peut être aussi trouver des adhérents, mais il faut vraiment communiquer de manière générale. Est-ce que ça vous parle, ça? Du coup, être actif n'est pas une erreur. Ah ben non, bien sûr que non, c'est ne pas l'être. Oui, effectivement, merci Carole de corriger, effectivement. Il faut être actif, c'est être inactif, c'est être passif dans sa communication qui est l'erreur. Merci Carole. Donc, excuse-moi, là, du coup, tu parles que du crowdfunding pour l'instant sur la communication. Ouais, alors, en fait, ce que disait Carole, c'est que le titre, ce ne sont que des erreurs. Et donc, être actif n'est pas une erreur, c'est être inactif, c'est être passif et attentif, enfin, attentiste qui est une erreur. D'accord. Oui, là, je prends cet exemple, alors crowdfunding ou cagnotte, parce qu'il n'y a pas que le crowdfunding. Hein, je vois beaucoup d'associations qui collectent des soins d'hygiène, par exemple. C'est souvent dans les cas de collecte, en fait, que je vois des gens passifs qui imaginent que ça y est, ils ont mis leur petite annonce et ça suffit. Une des grandes erreurs que moi, je retrouve beaucoup, c'est super, j'ai un site internet, c'est bon, tout le monde va pouvoir me voir. Ouais, ça va avec. Et en fait, si à un moment, tu n'es pas actif, même où je crée ma page Facebook, impeccable, c'est bon, tout le monde peut me voir. Et en fait, si tu publies pas, si tu n'es pas justement actif dans ce réseau, en essayant de créer ta communauté, de transmettre des liens pour intéresser les gens, tu n'auras personne. Et beaucoup de personnes font l'erreur et payent des fois très cher pour finalement pas avoir grand-chose parce qu'il faut quelqu'un qui est derrière cet ordinateur, quoi.
Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de supports accessibles, plus Mm. qu'avant. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de supports, il y a beaucoup effectivement de structures associatives qui décident tout d'un coup d'ouvrir un truc. Alors, ils ont un site internet, ils ont une page Facebook, ils ont un compte WhatsApp. Hein. Voilà, sauf que derrière, il n'y a personne pour les alimenter. Donc, du coup, les gens s'abonnent au début parce qu'il y a quelque chose, puis il n'y a rien, et puis ils abandonnent, et après, ils abandonnent au fur et à mesure tous les supports. Donc, c'est vrai que c'est important de rappeler qu'effectivement, ce n'est pas la peine de partir dans tous les sens en fonction du public. On a eu un échange sur Facebook par rapport à ça, par rapport au site internet ou Facebook ou les deux, enfin voilà, en fonction de chacun. Mais je pense qu'il faut cibler son public et effectivement pas se disperser avec tous les outils qui sont à disposition, parce que là, pour le coup, le trop, ça sera l'ennemi du bien, quoi. Eh ben, Là, justement, t'as pas affiché le sujet numéro c'est 4. ce que j'allais dire. J'allais dire transition parfaite. Parfait, Voilà. on est d'accord. J'étais en train de me Mais, dire, mais ça y est, commence à nous parler du mais numéro oui, 4. avec Michel, tu sais, avec Michel, j'ai un petit partenariat avec lui aussi, apparemment. D'accord, il relance. Mais ouais, en effet, hein, je te rejoins, Michel. Et donc, le fameux persona de Carole, alors pour ceux qui ne connaissent pas le persona, c'est finalement votre client idéal. C'est l'adhérent chez qui vous allez vous adresser. Par exemple, le sabre laser de la Fée d'Escrime, c'est assez simple. C'est une personne fan de l'univers de George Lucas, fan de sabre laser et du maniement d'armes, quoi. Tu vas essayer de cibler toutes ces personnes-là. Donc ça, c'est le fameux persona de Carole. Je voulais juste définir le terme pour que tout le monde puisse bien le comprendre. Parce que c'est quand même un terme du monde de l'entreprise et pas trop du monde de l'associatif. Du coup, trop ou pas assez? Alors, Michel, tu l'as très très bien dit. C'est venez, on fait un site internet, on fait une page Facebook, on fait un compte Instagram, on essaye. Et faut pas oublier que des personnes sont derrière, que c'est des ressources humaines à avoir pour communiquer. Et surtout, c'est que c'est un travail sur le long terme. Donc, si on fait trop, on va vite s'épuiser et du coup, on va arrêter. Au contraire, pas assez, c'est ce que vient de dire Esther juste avant, c'est être inactif. Donc, à vous de trouver le juste milieu. Pour ça, moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de maîtriser au moins un réseau social, au moins un support digital si on reste dans le digital, et d'essayer de l'enrichir au fur et à mesure. Par exemple, si vous êtes sur un site internet, pourquoi pas faire un blog sur le basket et du coup le faire référencer grâce à des mots-clés. Si vous voulez promouvoir votre page Facebook, vous gardez juste votre page ou un groupe Facebook. Par exemple, Esther a un super groupe Facebook qui aide les associations de la 1901. Du coup, elle se consacre sur ça et elle va l'alimenter. Et une fois qu'on a maîtrisé, qu'on arrive vraiment à alimenter ce groupe régulièrement, pour moi, c'est au minimum une fois par semaine. 3, je pense que c'est bien. En fonction de vos moyens, votre temps disponible, voilà. Régulièrement, une fois par semaine, et ensuite vous essayez. Et après, si vous maîtrisez ce support-là et que vous allez un peu plus loin, par exemple Instagram ou autre chose, là, voilà, on enchaîne sur un deuxième. Mais le trop, comme tu dis, est limite du bien, et surtout trop, il n'y a plus. Trop de réseau, il n'y a plus de réseau. D'accord? Donc voilà, essayez de vous fixer un seul réseau, quelque chose que vous êtes vraiment à l'aise avec. Par exemple, si votre association elle va promouvoir plutôt sur un côté artistique et va faire de belles photos, vous pouvez très bien choisir Instagram. Si vous avez une population plutôt de filles, on sait que Pinterest, c'est quand même un réseau social où il y a beaucoup de publics féminins qui sont un dessus. Donc, à vous de tester, de voir en fonction de ce fameux persona, donc le fameux adhérent idéal, et du coup de le mettre. Et après, à vous de l'alimenter. Trop, vous allez vite vous épuiser. Pas assez, vous n'allez pas avoir assez de retombées. Et sachez que la communication, c'est un marathon. Donc, c'est pierre par pierre, petit à petit, on va communiquer. Et au fur et à mesure, vous allez voir qu'on va vous connaître et ça va aller de mieux en mieux. Et après, vous aurez créé votre petite communauté. Vous pourrez donner le message, transmettre vos valeurs, celles que vous souhaitez. Voici. Alors là, on a parlé du contenu, mais on a parlé du contenu, mais pas du contenu. Je pense aussi qu'il faut que, en termes de communication, alors moi je parle de mon expérience, que je travaille pour un comité d'escrime et je fais donc de la communication au club. Donc j'envoie régulièrement des mails et après il faut qu'il y ait une cohérence entre le message que vous passez. Si vous avez un mode de communication particulier, par exemple, que vous faites une communication régulière, une newsletter, par exemple, tous les mois, et que entre la newsletter, vous ramenez des informations supplémentaires, des compléments, des oublis, ça va noyer la newsletter. Et du coup, c'est pour ça que c'est important d'avoir un vrai projet de construction au niveau de la communication des associations pour pouvoir se donner une bonne directive en termes de communication. Le contenu est important.
parce que souvent, on part dans beaucoup d'explications, on veut donner beaucoup d'informations, et du coup, ça sature l'information, comme les contenants. Et du coup, ce qui est important, c'est vraiment de cibler, vous posez la question, quand vous envoyez un message, qu'est-ce que je veux dire? Et d'essayer de le ramener au plus strict appareil. Et je vous conseille, les mails, c'est bien, mais les mails, ce n'est pas très lisible. Quand on reçoit 25 mails par jour, au bout d'un moment, ça termine à la poubelle. Donc, d'associer ce genre de message, surtout quand il est important, à, par exemple, une publication sur Facebook avec un petit rappel qui renvoie sur le lien ou des choses comme ça. Parce que souvent, je me suis rendu compte qu'on balance beaucoup d'informations. Alors moi, j'ai des fédérations aussi qui viennent de la fédération, de la ligue, et en plus des clubs et du comité. Donc, ça fait triple information ou quadruple information. Donc, parfois, j'essaie de synthétiser toutes ces informations sur un seul mail en disant voilà ce que la fédération préconise, voilà ce que la région. Si j'envoie 5 mails derrière, ça ne marchera pas. Les gens, à un moment, vont dire c'est bon, ils nous harcèlent avec ces mails. Donc, je pense que c'est important, effectivement, de bien choisir le contenu et le contenant. Ouais. Et tu vois, dans ton exemple sur les newsletters un peu trop fournis, tu peux très bien l'épurer en mettant sur des liens. Par exemple, allez voir ce lien, il y a un nouveau règlement qui est sorti, tac, et ce qui permet de condenser. Et je suis d'accord avec toi sur trop d'infos tue l'info en fait. Ouais, et du coup, à vous de clarifier les choses. Carole, vas-y. J'allais t'interrompre pour te dire que Carole avait tout à fait raison dans son commentaire de penser à demander à nos adhérents, en tout cas à notre cible, quel est le réseau social qu'ils souhaitent. C'est vrai que ça va dépendre totalement du persona, donc de l'adhérent de rêve que l'on a. Ça va dépendre des âges, des métiers, de beaucoup de choses. Donc, c'est là qu'on peut vite se retrouver dispatché sur différents réseaux sociaux, parce qu'il y en aura toujours un qui vous dira ah ouais mais moi j'utilise Instagram. Il faut jouer à la majorité quoi. Si la majorité est sur WhatsApp, WhatsApp c'est bien. Si la majorité est sur Facebook, Facebook c'est bien quoi. Juste un petit aparté, WhatsApp c'est très bien, mais ça va dépendre de l'objectif que tu veux utiliser. Tout à fait. WhatsApp, c'est hyper connu dans le monde du sport où chacun a sa propre équipe. Et en fait, parce que vu qu'on peut faire des groupes dans WhatsApp, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une messagerie où on peut créer des groupes et du coup mettre des personnes dedans. Et le message s'adresse qu'aux personnes concernées. Donc, c'est très utile, surtout quand on parle d'obésité d'information où on en a partout, on reçoit des mails finalement qui ne sont pas forcément destinés. WhatsApp, très bien. Mais par contre, WhatsApp, tu ne peux pas communiquer avec des gens autour. Oui. C'est vraiment un cercle très fermé. C'est ça. WhatsApp ne permet pas de trouver des nouvelles personnes. Ouais. Ça, on est bien d'accord. Alors que Facebook et Instagram ou Pinterest, comme cité tout à l'heure, permettent d'élargir notre cercle en donnant une visibilité extérieure. Ouais, mais même sur WhatsApp, il ne faut pas oublier les bonnes manières. On est d'accord, nulle part faut oublier les bonnes manières. Juste pour petite anecdote, c'est un des jeux familiaux ici, dans la famille Choup. C'est on rentre à la boulangerie, on dit bonjour messieurs, dames, et on compte le nombre de personnes qui nous répondent. Vous ferez le test, vous verrez, c'est désolant. Sur les réseaux sociaux, dans la communication, c'est pire encore. C'est vraiment catastrophique. N'oubliez jamais, vraiment jamais, que derrière l'écran, il y a quelqu'un comme vous, il y a un autre humain qui est lui-même en train de lire votre message, qui peut avoir eu une journée difficile comme vous, qui peut ne pas avoir le moral, qui peut être malade, qui peut être énervé par ses gosses qui ont fait une crise, enfin, peu importe, ou le patron qui a un peu abusé depuis ce matin, enfin voilà. Donc, pensez à être soft dans votre communication. Dans cette communication, alors bien sûr, il y a les bonjours, il y a s'il vous plaît, il y a des mots un petit peu aimables, mais il y a aussi des façons de faire. C'est du savoir-vivre, tout simplement. Je vous donne quelques exemples que je pioche comme ça au hasard. Sur un groupe de couture, ça c'était à titre de loisir, vous savez bien que j'aime la couture, enfin, ceux qui me connaissent. Le principe du groupe, c'était que tout le monde montrait « Ouais, c'est ma robe, c'est moi qui l'ai fait. » Alors généralement, les autres « Ah ouais, c'est trop beau, machin. » Et je me souviens, un coup, il y a une nana, forcément, voilà, qui au lieu de dire « Ouais, c'est trop beau, s'il te plaît, j'aimerais bien faire la même chose, est-ce que tu pourrais m'envoyer le patron ?» Elle a juste écrit « Tuto, point d'interrogation. » Tu ne demandes pas ça comme ça, quoi. Ça se fait pas, vous ne feriez pas ça dans la vraie vie. Donc, on ne le fait pas non plus sur le réseau social. Moi, j'aurais été la personne qui a publié la photo, c'était non, quoi. C'était hors de question que je lui donne la moindre information pour qu'elle puisse faire la même chose. On ne demande pas comme ça. Sur le groupe d'aide entre associations loi 1901, qu'on est la majorité à fréquenter,
de temps en temps, je pense que vous avez repéré qu'il y a des personnes qui arrivent aussi un petit peu avec leurs gros sabots là. Alors vous ne voyez pas la chronologie, mais moi je l'ai. J'ai leur demande pour rejoindre le groupe. Je vérifie leur profil, voir si ça a l'air d'être un vrai profil, des vrais gens, des gens vraiment impliqués dans le monde associatif. Je valide. Et de temps en temps, dans la minute qui suit, j'ai collecte machin. Alors, peu importe que ce soit pour des chats ou pour des SDF, c'est collecte, donnez s'il vous plaît, partagez largement. T'es gentil, tu dis bonjour à la dame, tu te présentes d'abord, tu nous expliques pourquoi c'est important pour toi. On se comporte correctement. On ne le ferait pas dans la rue, on ne ferait pas ça comme ça. On ne parle pas à des inconnus de cette façon. On ne le fait pas sur un groupe Facebook aussi. Sur Instagram, un coup, alors ça c'était énorme, je vois passer une association d'étudiants. C'est sympa, cette association d'étudiants, ils font plein d'activités et tout, mais je ne comprenais pas trop ce qu'ils faisaient. Pour être honnête, ce n'était pas très clair. Bon. Et en MP, je contacte la community manager en disant est-ce que tu peux m'expliquer ce que vous faites, quelles sont vos activités? Et elle me répond voir lien en bio. D'accord. Alors moi, je me projette du coup dans le monde des ados et je m'imagine la même demoiselle, parce qu'a priori c'était une demoiselle, un mec plutôt bien foutu de sa personne qui se pointe, qui a un peu envie de la draguer, qui lui dit c'est quoi ton prénom? Est-ce qu'elle va lui dire va voir sur ma carte de cantine, tout y est, quoi. Elle ne va pas dire ça. Elle va commencer à répondre voilà, je m'appelle machin, mon numéro. Elle va rentrer en lien, elle va créer un lien humain. C'est la même chose sur les réseaux sociaux. On est là pour créer du lien humain. Donc, quand on nous pose une question, on répond gentiment, on répond poliment. La même chose sur les annonces. Vous savez que avec Choup.online, qui est en lien avec le groupe, il y a la possibilité de publier des petites annonces. Il y en a une, je vous assure, c'est mon very best of. Enfin, je ne sais pas comment on dit, pire en anglais. J'avoue que mon anglais n'est pas assez bon. C'est ma pire off, n'est-ce pas? La personne a mis la fiche de son activité, donc la fiche qu'elle a sûrement diffusée dans les rues. Et là où le formulaire lui demandait titre de votre activité, elle a répondu voir affiche. Là où le formulaire lui a demandé la localisation, c'est juste pour que l'annonce soit diffusée correctement, voir affiche. Là où on lui avait demandé son numéro de téléphone pour que moi je puisse la contacter, voir affiche. Non, c'est pas une annonce, ça. C'est pas une annonce. Et les personnes qui, déjà, moi, j'ai pas pu diffuser l'annonce correctement puisque j'avais pas les informations correctes. Deuxièmement, les personnes qui vont passer sur le site, elles n'ont pas les informations. Elles ont une petite affiche qui s'affiche comme ça, forcément. Vous voyez bien, c'est un écran, quoi. Un écran de téléphone. C'est pas forcément lisible. Et là, tout ce qu'elles ont comme info, c'est voir affiche, voir affiche, voir affiche. C'est pas de la bonne communication, mais ce n'est même pas poli, quoi. Donc, de manière générale, sur les réseaux sociaux, quand vous communiquez avec les gens, respectez la politesse de tous les jours. Quand vous arrivez dans un groupe, quel qu'il soit, quel que soit son intitulé, commencez par vous présenter poliment avant de demander quoi que ce soit. C'est juste la base. Et surtout, quand on vous pose des questions, vous répondez comme dans la vraie vie. Voilà. Et je pense que ça se passera beaucoup mieux pour beaucoup de gens. Et puis surtout, ça arrêtera de m'énerver, ça sera bien. Alors, tu as Michel qui nous dit là, que la nouvelle mode, c'était surtout pour les plus jeunes, c'était la commission FAST. Alors, ça, c'est pour Michel, ce qu'il m'avait envoyé en privé. Et ensuite, Worst Ads, dans ce cas. La pire, c'est la very worst. C'était ça. Ah oui, d'accord, ok, la pire, ok. Merci beaucoup. C'est important parce qu'effectivement, dans la communication, ma fille, elle a fait un bachelor événementiel et elle était community manager. Et on a eu des grandes discussions, elle a fait des formations pour l'escrime pour ça. Et effectivement, il y a des modes de communication aujourd'hui. Les jeunes ne s'emmerdent pas avec l'orthographe, on l'a vu. Ce sont des mots très courts, des smileys, etc. Alors, eux, ils mettent du sens derrière ça, mais c'est vrai que toutes les formes de politesse, pour eux, aujourd'hui, comme ils sont par médias interposés, n'ont pas de sens. Et quand ils se rencontrent, ils se retrouvent en face à face. Du coup, parfois, la communication part en sucette parce que du coup, il n'y a pas de forme. C'est brut. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Mais du coup, oui. Faites attention à ça quand même, puisque Esther l'a dit au début, tu vois, même si on est derrière un ordinateur et qu'on tape sur un ordinateur, il y a un humain en face. Et tu vois, quand vous avez communiqué avec la municipalité, et moi, ce que je trouve le plus, c'est quand on fait des demandes de subventions, où on écrit le dossier et en fait, les gens font des petits tirets et même pas des phrases entières et l'envoient et espèrent avoir 4 000 – 5 000 euros.
Sans forme de politesse aussi. Ouais, même pas cordialement, c'est DLM. Non, allez, hop, c'est employé. Du coup, dans mon ancien boulot, moi j'étais dans l'envers du décor, on recevait ça, mais je peux vous dire que même si tu avais un dossier béton, le même dossier égal, en fait, ben, on est des humains, donc tu penches plutôt sur l'autre, quoi. Et j'espère que tout le monde prend vraiment le temps de se relire quand on envoie un mail réellement officiel, que ce soit surtout à la municipalité ou quand on fait des demandes de partenariat, parce que c'est vraiment du respect et c'est aussi vous. Donc, quand on vous lit, on lit aussi une part de vous. Et du coup, faites attention vraiment à ça parce que c'est représentatif de ce que vous êtes. Voilà, je voulais rebondir un peu sur ce que disait Esther et les bonnes manières. Et voilà. En tant que bon escrimeur, on a d'énormes valeurs et notamment celles qui se rejoignent, celles des chevaliers, des chevaleresques. J'enchaîne sur communiquer en impro et en urgence. Ben, en fait, ça, c'est le pire. Alors Estelle m'a donné tout à l'heure une anecdote, c'était assez rigolo. Vite, sur ma cagnotte, il me reste plus qu'une heure et 27 minutes. Ouais, vous pouvez le regarder, c'est arrivé hier soir sur le groupe. J'ai pas encore supprimé cette publication qui convient pas du tout au groupe. C'était juste écrit plus qu'1h47 SVP urgent, quoi, un truc du genre. Et puis il y a une photo, c'est pour une cagnotte pour des croquettes de chat. Donc ça c'est dans le digital, tu vois, mais on le retrouve beaucoup. Tu as une compétition le week-end. Et ben, on a oublié de communiquer, on a oublié. Donc le lundi, le président ou l'éducateur dit vite, il faut communiquer. Donc il imprime des flyers, que ça coûte énormément à l'association. Il mobilise les bénévoles alors que ce n'était pas prévu. Et tout ça pour rien. C'est une perte de temps, une perte d'argent. Donc quand vous communiquez, mettez un plan de communication en place. C'est quoi un plan? C'est assez bateau. C'est qu'est-ce que vous voulez dire, à qui vous voulez le dire et vous le programmez dans le temps. En règle générale, si c'est un gros événement, 3 mois avant, c'est un minimum pour commencer à communiquer correctement. Parce que déjà, pas tout le monde va regarder votre message, donc ne va pas être en alerte sur le message. Et en plus de ça, si c'est fait à l'arrache, vous n'allez pas prendre le temps de bien expliquer et du coup, votre message ne va pas arriver correctement au destinataire. On se rappelle les 10 étapes que j'ai citées en introduction, ça ne va pas arriver. Donc, votre plan de communication, vous l'écrivez. Voilà, sur 3 mois, je vais publier une fois par semaine. Donc, ça fait 12 publications. Ben, la première, je vais faire ça. La deuxième, je vais faire ça. La troisième, je vais faire ça. Nous, avec Esther, pour communiquer sur cet événement, même si c'est un petit événement, eh ben, on a fait un petit plan en disant, bon, voilà, on va communiquer 4 jours avant. Le lundi, ça va être ça. Le mardi, ça va être ça, etc. Donc, mettez ça en place. En plus, aujourd'hui, vous avez plein d'outils pour planifier vos envois. Que ce soit une newsletter, que ce soit sur les pages Facebook. Vous pouvez vraiment très facilement planifier. Donc, faites-le. Si j'avais un super exemple, allez voir sur la page. Alors, c'est les affichonnages. J'ai vraiment la chance de les interviewer. Ils ont fait un teaser. Donc, ils ont invité plein de monde et c'était juste une petite bande-annonce. Les A, 3 petits points. Et après, chaque jour, ils dévoilent un petit peu plus. En fait, ils ont créé un club d'actionnaires pour le club de rugby de Brive. Alors, j'ai fait la vidéo sur YouTube, allez voir, vraiment, c'est vraiment pas mal. Et du coup, en faisant ce teaser, petit à petit, ils ont suscité donc, la curiosité des personnes. Et quand ils ont lancé vraiment le projet, ils avaient déjà, je crois, 300 adhérents. Donc, c'est un truc qui est vraiment énorme. Voilà, donc essayez de susciter la curiosité. Et pour ça, il faut s'y prendre en amont. Donc, planifiez en amont. Faites-vous votre petit plan de communication. Ça peut être écrit sur un papier, ça peut être sur un format Excel. Pas besoin de se prendre la tête, vraiment. Mais au moins, notez tout ce que vous voulez faire et à quel moment vous voulez publier. Est-ce qu'il y a Alors, Michel, la qualité et le temps passé à construire un message et le support permettent de marquer les esprits. Alors voilà, je suis tout à fait d'accord. On est plus sensible à quelque chose de plus agréable à regarder. Voilà. Mais ça, c'est sûr, hein, on reste des humains malgré qu'on soit derrière un ordinateur. Donc, ça, c'est certain. Merci pour cette petite précision. Esther? Alors, attendre la presse. Je vous montre un truc. C'est le hasard des calendriers. J'adore ce genre de destin, j'allais dire, de signe du destin. Je ne sais pas si vous voyez là. Ouais. La nana, là, c'est moi. Ce matin, je passe à la maison de la presse de mon village et M. Picard me dit « Esther, tu es encore dans la presse. » Ouais, je suis encore dans la presse. Mais ça ne va pas être le seul à me dire ça. Je connais mes collègues
présidents d'associations dans le village, ils vont tous me dire ça, tu es encore dans la presse. Ils n'ont pas tort, hein. Honnêtement, pour ma petite association, on est 35 adhérents, on passe tous les mois depuis 10 ans, on est dans la presse. Et quand je dis dans la presse, là c'est Paris-Normandie pour ce coup-là, donc c'est pas non plus une petite presse, d'accord ? Mais ça va être aussi dans les infos diepoises qui sont importantes ici et dans le courrier cauchois. C'est-à-dire que tous les mois, mon association passe dans c'est des hebdomadaires, 3 hebdomadaires régionaux. Alors, les raisons de passer sont très variées. Par exemple, au mois de mars, on a cousu des masques, on a distribué des masques. Au mois de mai, on a déconfiné, donc on a parlé de ça. Au mois de juillet, on a fait notre assemblée. Je sais qu'au mois d'août, je vais annoncer les portes ouvertes. Ensuite, il va y avoir la reprise des clubs. Ensuite, il va y avoir les stages de vacances. Ensuite, il va y avoir le bilan des stages de vacances, le avant-après, n'est-ce pas? Après, il va y avoir le repas de Noël. Après, il va y avoir en janvier le début de l'année avec le bilan de l'ancienne et la nouvelle année. Tous les mois, il y a une bonne excuse pour qu'on passe dans la presse. Et il y a un moment, j'ai lâché le mot, c'est je vais annoncer. Parce que la plupart de mes copains présidents, ceux qui sont un peu jaloux, il faut être honnête, que je passe tous les mois dans la presse, enfin pas moi personnellement, que mon association passe tous les mois dans la presse, ils attendent la presse. Régulièrement, ils me disent « Ah ouais, mais je les invite, ils ne viennent jamais. » Ah ben moi, c'est l'inverse. Je ne les invite jamais. Je n'invite jamais un journaliste. Parce qu'ils ont autre chose à faire. En fait, il faut savoir comment fonctionne la presse locale pour pouvoir travailler avec elle. Donc, contacter la rédaction, enfin, sauf si vous êtes un très grand club et puis que vous avez obtenu un succès important lors d'une compétition. Là, la rédaction va effectivement commencer à s'intéresser, de prendre son téléphone et vous contacter. Si vous êtes comme mon association, un club de tricot avec 4-5 mamies, honnêtement, la rédaction de Paris-Normandie, elle ne s'intéresse pas à vous, il faut être clair. Donc, il faut être actif. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut être actif, il faut être poli, il faut créer un lien humain, il faut faire du travail de qualité. Ça résume tout ce que tout ce que nous venons de vous dire, Clément et moi. Donc, tout simplement, moi, j'ai les contacts personnels des correspondants de presse, donc les 3 journaux que je vous citais, avec leur petit lien. C'est facile, hein, il y a toujours des événements, on va dire, municipaux auxquels ils vont être présents. Les vœux du maire, vous allez repérer le type avec son gros appareil photo qui fait 3-4 photos et puis qui part vite fait, qui sert de 2-3 mains. Ça, vous êtes presque sûr que c'est le correspondant de presse. Hein. Donc, avant qu'il parte, vous allez le voir, vous vous présentez, vous discutez. Au pire, vous appelez la rédaction en demandant le contact du correspondant de presse. Et c'est avec lui que vous allez travailler. Donc, inutile de l'inviter parce que souvent, il fait ça en plus d'un autre job. Donc, dans la journée, il n'a pas le temps de venir vous voir. En revanche, tranquillou, vous, dans votre plan de stratégie de communication, comme on vient d'en parler, vous allez prévoir de rentrer en contact avec eux. Je vous avoue, moi, je fais ça très, très simplement. L'article de presse, là, c'est juste le copier-coller de l'article que j'ai mis dans mon blog. Je ne me suis pas tracassée. J'ai fait mon article pour mes adhérents. J'ai fait copier-coller. J'ai corrigé 2-3 trucs pour que les formulations aillent bien pour du grand public et non pas pour mes copains. D'accord ? J'ai rajouté mes coordonnées. J'ai rajouté les photos en pièces jointes. Un petit message poli. Salut monsieur le coordinateur, le correspondant de presse. Voici un communiqué. Ce serait génial s'il pouvait être diffusé prochainement. Envoyé. Et ça y est, ça je l'ai envoyé dimanche. Je l'ai envoyé dimanche et il était en presse hier matin. C'est tout simple, je vous assure. N'invitez pas la presse, enfin, sauf vraiment un truc exceptionnel, mais travaillez vers eux, donnez-leur ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire les informations et les photos, et eux, après, ils seront vraiment limite à genoux devant vous, quoi. Enfin, il n'y a aucun souci à partir de là de pouvoir diffuser tout ce que vous voulez. Et si vous avez besoin d'aide, justement, pour parler de quoi parler, qu'est-ce que je peux dire qui peut intéresser la presse? Vous avez vu tout à l'heure, parmi tous les sujets, il y en a plein et je peux vous aider. Le message est souvent déformé pour des raisons. Alors, non, je suis désolée, Michel. Moi, mes articles, il n'est pas déformé
parce que je fournis le texte. Donc, il me donne le texte tel quel. Moi, les articles, mes 3 correspondants, ils ne réécrivent jamais le texte. Alors, je me permets d'intervenir, parce que moi, je l'ai fait pour un événement national de sabre laser, où j'ai eu la presse française et internationale. Le problème, c'est qu'il y a aussi souvent des effets de punchline pour Oui, bien sûr. Ouais. Les rédacteurs en chef passent derrière, modifient les lignes. Nous, on avait cadré, puisque c'est un événement national, donc on avait cadré quand même un certain nombre de choses. Hein, et on a eu beaucoup de problématiques d'informations parcellaires avec des images reprises ailleurs, alors qu'on leur avait dit qu'il fallait prendre des images. Enfin, voilà. Il faut savoir qu'avec les journalistes, si vous avez effectivement des contacts privilégiés qui vous donnent l'accès à l'information avant de la publier, ce qui est très rare en tout cas. Sur la région Île-de-France, ça ne marche pas comme ça. Hein. Tous les journalistes vous disent non, vous n'avez pas le droit de regard, nous on fait notre truc, après ça part en impression, vous n'avez pas votre mot à dire. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Et donc du coup, donner juste vraiment un minimum d'informations pour que les informations soient restées. Si vous donnez trop de détails, ils vont prendre l'information qui leur semble la plus opportune pour vendre de la presse. Voilà, donc alors là, Michel, dans ce que tu dis, moi j'ai eu l'expérience, la seule fois où j'ai eu cette expérience-là, c'était effectivement avec un journaliste qui m'a interviewé. Donc c'est lui qui a pris des notes. Et tu as peut-être remarqué, c'est que tout à l'heure, je ne parlais pas de journaliste, mais de correspondant de presse. On n'est pas sur le même niveau. Du coup, on n'est pas non plus sur la même importance de publication. C'est-à-dire qu'effectivement, un journaliste, lui, il a accès à une pleine page, généralement, voire une double page, voire la page, la première page, en fait. Première page. Voilà. Alors que le correspondant de presse, alors j'imagine que c'est la même chose sur l'Île-de-France, mais par exemple, nous, en milieu rural, il a, il a accès à la page de ma commune. Tu vois, et puis, la page suivante, c'est la commune d'à côté, et ainsi de suite. Donc, il a un espace limité. Et donc, le correspondant, lui, il peut écrire son texte, hein, ça arrive, mais effectivement, dans ces cas-là, ça part en cacahuète. Je suis d'accord avec toi. Si c'est eux qui écrivent le texte, ça peut vite tourner un peu n'importe quoi. Moi, là, le correspondant, je fournis le texte. Alors, de temps en temps, ils vont corriger un petit truc. Là, il a fait une citation de quelque chose que je n'ai jamais dit, mais c'est complètement bateau, donc ça passe sans aucun problème. Moi, je fournis le texte, tout prêt. De toute façon, je dis, c'est le copier-coller de ce qui est sur mon blog. Hein. Je ne donne pas plus de travail que ça. Et eux, ils publient tel quel et ça passe tout seul. Donc, je pense que ça dépend aussi à qui on s'adresse et de comment est récupérée l'information. Voilà, donc c'était juste pour d'être quand même vigilant parce que ça arrive, même avec des communiqués de presse bien détaillés, des dossiers de presse, on a souvent des informations qui ne sortent d'on ne sait où, des bouts de phrases qui sont repris mis bout à bout parce que ça fait plus punchline, plus voilà. Et ça, c'est souvent. Alors quand ça ne change pas le sens de la phrase, ça va, mais quand ça change le sens de la phrase, le sens des valeurs, ça commence à poser problème. Voilà. Donc c'est pour ça, moi avec les journalistes, je fais vraiment avec beaucoup de prudence maintenant. Quand j'ai des interviews, j'essaie de donner le minimum d'informations. Quand ils posent des questions auxquelles je ne veux pas répondre parce que je ne veux pas que ça soit dedans, je ne réponds pas. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Si vous voulez que certaines choses ne soient pas mentionnées, n'en parlez pas. Voilà, si par exemple le président d'avant est parti avec la caisse et ne voulait pas parler de ce sujet-là, qui vous pose une question sur cette thématique-là, vous dites voilà, je ne suis pas là pour répondre à cette question-là, je réponds à toutes les questions qui concernent moi, mais pas les autres. Si vous en parlez, ça figurera parce que les gens ils aiment pas. Voilà, c'était juste le conseil que je vous donnais. Tout à fait. Mais tu as raison de souligner cette différence et de cette mise en garde. Donc, il ne faut pas généraliser. D'accord ? Il faut voir à qui on s'adresse et comment on s'adresse à cette personne, en fait, à ce professionnel. Dans les deux cas, c'est des professionnels, mais pas les mêmes. Est-ce qu'il y a un autre commentaire ? Je vois un petit 2, ça veut dire qu'il y a 2 commentaires ? Tu n'as pas dû les lire. Je n'avais pas lu les précédents. Oh là là, mon pauvre. T'inquiète. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Eh bien, on va enchaîner sur le bonus. Yes. Évaluer sa communication. En fait, je trouve ça hyper important. Limite, moi, je l'aurais même mis en premier. Parce qu'en fait, il y a 3 ressources importantes dans le monde associatif. C'est la première, c'est la ressource humaine, le temps, les bénévoles, le temps que vous allez passer et les bénévoles, le temps des bénévoles. Il y a aussi l'argent, finalement, hein, parce que c'est vous qui allez mettre en place. Et donc, quand j'ai dit le temps, donc le nombre de bénévoles, le temps et l'argent pour remettre les trois ressources. Et donc, mettez en place une évaluation pour évaluer ces 3 choses-là et les retombées que vous avez. Je vois trop souvent le cas où en fait, des personnes limite
achètent 1000 flyers, postent des flyers quelque part et en fait, calculent même pas la retombée. Et finalement, on ne sait pas. Donc, on a passé 4 journées où on a fait des animations pour faire de la promotion. On a dépensé 400 € dans des flyers. On a payé des pubs. On s'est mis dans des magazines. On a envoyé X mails aux journalistes il a bien voulu nous mettre une fois dedans. Et tout ça, il faut vraiment essayer de le prendre en compte. Et une fois que vous avez réussi à évaluer chaque moyen de communication, est-ce que ça vous a rapporté, vous allez pouvoir vraiment prioriser. C'est finalement ce qu'on appelle la loi de Pareto, le 80-20. C'est 20% de vos efforts rapportent 80% de vos bénéfices. Si vous évaluez correctement les moyens que vous avez mis en place pour vous communiquer, vous allez pouvoir vraiment vous focaliser sur ce qui est le plus important et du coup économiser de l'argent, économiser du temps et économiser vos ressources humaines. Ça, c'est quand même très important. Voici pour nos 8 piliers. Donc, je tenais à vous remercier pour votre attention. Et moi aussi, je vous remercie tous. Et donc maintenant, si vous avez des questions sur la communication d'ordre un peu plus général, on a essayé de balayer au travers de ces 8 thèmes tout ce qu'on pouvait retrouver le plus fréquemment. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. Et ce sera avec grand plaisir qu'on y répondra avec Esther. Vous êtes tous assommés, je crois. Autant Alors que ça. moi, je voulais juste parler des forums associatifs. Oui. Qui, pour l'instant, sont dans beaucoup de communes, ils sont annoncés. En vérité, on ne sait pas vraiment ce qui sera fait. Ça va dépendre des conditions sanitaires qui vont se mettre en place. Et donc, moi, j'invite toutes les associations à déjà commencer leur communication en partant du principe qu'il est possible qu'il n'y en ait pas. Et de commencer, du coup, à recontacter leurs anciens adhérents, commencer à faire une communication un peu différente des autres. Pour les associations sportives, on essaie de mettre en place sur le département un système de réservation pour des cours d'essai directement dans les structures, ce qui permettrait de rencontrer les gens un petit peu avant les forums, qui puissent essayer dans des conditions beaucoup plus limitées. Parce qu'aujourd'hui, on n'a quand même aucune… vu les choses, comment elles s'annoncent, ça m'a l'air compliqué les forums pour la rentrée. Mais en fait, ça dépend des communes, Michel. Alors, c'est peut-être plus facile dans les petites que dans les grandes. Dans ma commune, ils ont déjà pris la décision de la forme du forum, donc ce ne sera pas un forum classique avec foule et ainsi de suite. Et effectivement, pour ma part, j'avais déjà anticipé ce que nous ne faisons habituellement jamais. Exceptionnellement, on va faire des journées portes ouvertes, par exemple. Ouais. Là, juste pour info, dans mon village, le forum, ils ont décidé de mettre des grilles qui vont être sous les halles. D'habitude, c'est nous qui sommes sous les halles sur nos stands. Et là, ils vont mettre des grilles où on pourra mettre tous nos affichages, tous nos prospectus, d'où l'intérêt de faire des documents de qualité. Et je pense qu'il faut aussi décrocher son téléphone et appeler la mairie en demandant ce qui est prévu. Il y a un moment, oui, mais ce qui va se passer, c'est que ça va être préfectoral. L'édition va être prise au niveau des préfets. Les maires, ils n'auront pas le choix. Donc, ouais, mais là, tu vois, par exemple, ma mairie, elle a décidé de toute façon, même si si la préfecture dit il n'y a pas de forum, ben, nous, on a déjà quelque chose qui tiendra lieu, c'est déjà prévu qu'il n'y ait personne à part nos grilles, quoi. Voilà. Mais je pense que ça dépend de la taille des communes, des tailles des commissions, de la lourdeur ou pas de la gestion locale. Non, mais ce que je voulais dire, c'était effectivement de ne pas attendre le mois de septembre. Il sera trop tard. Ben non, c'est sûr. Il ne faut pas attendre le 1er septembre pour anticiper sur sa communication. Je suis tout à fait d'accord avec toi. De toute façon, en gros, il faut communiquer tout le temps, voilà, et être tout le temps régulier. Donc ça. Moi, je veux juste rebondir sur l'aspect forum. Alors, le forum, il ne sera pas comme il est en septembre. De toute façon, l'année prochaine sera une année de transition, on le sait tous. Mais dites-vous que quand vous organisez des animations comme des forums ou des portes ouvertes, le but, c'est que les personnes viennent passer la porte de votre association. Ça, c'est le plus important. Donc, à vous de mettre en place tout un système pour qu'en fait, les personnes aient envie de venir dans votre club, aient envie de venir dans votre association, aient envie de faire du tricot. Et pourquoi pas faire du tricot en plein air, voilà, je sais pas. Mais mettez en place des choses. Alors, c'est au cas par cas et vraiment en fonction de ce que vous pouvez mettre, les moyens que vous avez, humains, financiers et du temps, c'est toujours les mêmes. Et mettez ça en place pour que les gens puissent venir passer la porte du club et vous voir. Cette année, le forum des associations, ça sera restreint, il y aura moins de monde. Je pense qu'il y a même des personnes qui ne voudront pas forcément y aller. Ça me paraît logique. Voilà, à vous de trouver des petits trucs qui vont faire que peut-être, donc tu as donné une piste, Esther, sur nous, on fait des journées de portes ouvertes. Ça permet de driver qu'il y ait moins de monde. Voilà.
Et ça va être vraiment important à vous de se réinventer parce qu'il va falloir se réinventer, s'adapter. Excuse-moi Clément, je vois une c'est ça. question Je voulais dire. de Djemal Mohamed. Alors, je suppose que c'est Mohamed le prénom. Vas-y. Que pensez-vous du phénomène je donne si tu me montres, du genre filmer les SDF? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de filmer les personnes en précarité pour attirer des donateurs? Si tu veux bien, je vais répondre parce que sur Instagram, je suis énormément d'associations qui organisent des maraudes de tout type. Hein. Des fois, les maraudes, c'est pas que alimentaire. Et je vois effectivement beaucoup de ces associations qui filment leur distribution. Je ne suis pas toujours convaincue en fait de cet effet-là. Tout simplement parce que de nos jours, je trouve qu'il y a une évolution des motivations à la fois des donateurs et des bénévoles. Je pense qu'avant, il y avait une part beaucoup plus humaniste de « je donne pour faire du bien ». Et maintenant, c'est plutôt « je donne pour me faire du bien », pour me prouver que je suis une personne généreuse, pour me prouver que je suis une personne qui a des valeurs. Et même, ça peut être bien de leur montrer à quoi a servi leur argent, ça peut être bien de leur montrer à quoi a servi le sac de riz ou de pain ou les gâteaux qu'ils ont cuisinés. Donc ça peut être sympa une fois de temps en temps. Mais moi, je ne suis pas convaincue que ce soit la seule motivation, le seul facteur motivant en fait pour ces personnes. Si ça répond à ta question, Mohamed, est-ce que tu aurais eu une autre approche, toi, Clément? Non, vraiment, je suis assez d'accord avec toi. Tu vois, moi, je bosse beaucoup avec les assos sur le sponsoring et mécénat. Et je pense que ce domaine-là, on sait pourquoi on aide. C'est quand même très relayé en termes de communication, justement. Donc, peut-être pas besoin de plus. Par contre, qu'est-ce que votre asso va apporter en réel bénéfice? Comment elle se démarque réellement? Quelles sont les valeurs au travers de ça que vous souhaitez mettre en place? Peut-être ça peut être intéressant de communiquer plutôt sur ça que finalement essayer d'émouvoir, de rentrer dans l'émotion en filmant ces personnes déjà qui sont un peu en difficulté, quoi. Là, je pense en termes de communication pour ce genre d'association, pour ma part, je suis plus touchée quand on dit ce soir, on a distribué 280 repas et sur ces 280 repas, il y avait 30 gamins. Ah ouais, donc il y avait 30 gamins qui ce soir ont dormi dans la rue à Montpellier, par exemple. Ouais, et ben ça me touche, quoi. J'ai pas besoin, et je pense que ça me bouleverserait beaucoup de trop, d'ailleurs, de voir ces 30 gamins sur leur banc. Je préfère qu'on me dise, avec tes 10 euros, tu as payé 10 repas, par exemple. Alors, évidemment, ça se souhaite moins, mais bon, ça. Alors, je trouve que c'est plus parlant effectivement que de voir un SDF sous son duvet et au coin d'une rue. Tu vois, tu as dit que limite c'est devenu obligatoire, tout le monde le fait. Justement, si tout le monde le fait, essaie de te démarquer. Tu vois, pourquoi pas prendre les bénévoles qui sont hyper contents d'aider d'autres personnes. Parce que du coup, le fait d'aider en tant que bénévole, c'est hyper important. Ça va te permettre de se développer personnellement, ça permet de s'épanouir. Donc ça, tu peux peut-être te le mettre en avant aussi. Et du coup, changer un peu ton fusil d'épaule. C'est vraiment des communications, je pense, qui vont être annexes, qui vont être important. Avant de répondre, on va répondre à Carole. Donc, Carole, par rapport à l'évaluation, un outil hyper facile à mettre en place, c'est quand une personne rentre dans ton association, tu lui dis comment vous avez connu le club, comment vous avez connu l'association, et au moins, tu vas pouvoir évaluer. Et si tout le monde te dit, j'ai eu votre flyer, tu sais que flyer, c'est pas mal. D'accord ? On va juste finir avec Esther et après, on va vous libérer. Du coup, je voulais finir notre présentation et vous remercier. Donc, moi, c'était Clément d'Optimasso. Donc, j'aide les associations à devenir libres financièrement. En fait, je les forme. J'ai des formations qui bientôt vont être éligibles en plus, donc vont être totalement finançables. J'ai aussi un accompagnement d'1 an pour optimiser tout le modèle économique de l'association, que ce soit les partenaires privés, mais aussi comment faire des demandes de subventions, comment faire du crowdfunding, comment avoir du merchandising, donc vendre et louer des objets, du matériel, pour que en fait, l'association devienne libre financièrement. Comment j'aide aussi les associations? J'ai une newsletter tous les mardis. Donc là, vous êtes inscrit à la newsletter, vous la recevez tous les mardis. Et en gros, c'est des astuces pour le développement de votre association.
Tous les vendredis, je publie une vidéo sur YouTube et après, j'ai aussi la page Facebook Optimasso que je vous invite tous à liker et vous allez voir l'actualité donc, du monde associatif. Je laisse mes coordonnées. Je vous remercie encore de m'avoir écouté. Je vous remercie Esther pour cette collaboration qui était très enrichissante et je vous souhaite une bonne soirée. Alors, moi aussi, je remercie Clément de m'avoir invité à ce webinaire. Je vous remercie tous pour votre attention extrêmement concentrée, pour vos questions qui nous ont permis. Merci beaucoup. Mohamed fait partie d'un toit pour elle. OK. Je vous remercie aussi tous pour vos questions qui nous ont permis d'avancer plus loin que ce qu'on avait prévu. Donc, pour ma part, en fait, je fais la même chose que Clément, mais concentrée sur la communication pour vous aider à vous faire connaître. Donc, je propose différents types d'accompagnement, des accompagnements ponctuels. Donc, ça va être sur 1 heure, une demi-heure, en fonction de vos besoins. Ça va être vraiment un sujet, on reste focus. Je fais des accompagnements personnalisés sur le long terme, 3, 6 mois ou 12 mois. Et là, on va se concentrer selon vos propres besoins. Si ça va être plutôt les réseaux sociaux, c'est plutôt votre site, enfin, en fonction de votre communication. Ce n'est pas une formation, c'est un accompagnement. Je développe aussi des formations. Il y en a une qui est déjà en ligne sur les principes d'Instagram, parce que voilà, pour bien utiliser Instagram et pas juste publier une photo et 2 hashtags. Il y en a d'autres qui vont venir sur le référencement, sur la communication avec la presse. Voilà, il y a des choses qui sont dans les tuyaux, ça ne va pas tarder à arriver. Je vous propose également un service de diffusion de vos annonces. Je crois que vous avez compris. Alors, évitez la very worst of. Faites-moi des belles annonces pour que je puisse, moi, les diffuser sur mes réseaux sociaux. En termes de formation, je vous recommande la Choup News, qui est la newsletter que j'envoie les mercredis. Mohamed, je vois ton message. Vous allez recevoir tout ça, effectivement, suite à cette conférence, vous allez recevoir tous nos liens. Donc, la Choup News, le mercredi, vous parle systématiquement de communication des associations sous une approche variée. On parle une fois une fois parler du blog, une fois parler de site. Enfin, les sujets changent, mais c'est toujours la communication. Pour ceux qui n'y sont pas encore, je vous invite à nous rejoindre sur le groupe Facebook Aide entre associations loi 1901, donc qui permet de partager entre nous notre quotidien de bénévoles et de présidents d'associations, de poser des questions sur des sujets qui nous tracassent. On a le droit aussi de partager ses succès, ça me fait toujours plaisir de voir que les choses se passent bien. Et puis, on respecte, vous avez bien compris, le savoir-vivre et la politesse. Et puis vraiment, c'est un groupe super sympa. Et là, vous avez mes contacts comme ceux de Clément, mais je suis sûre qu'il va nous envoyer tout ça avec un mail qui vous permettra d'avoir juste à cliquer en direct et ce sera génial. Je le fais juste après, c'est promis. Merci à tous. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée. Alors, bonne soirée. Il y a encore des messages ou pas? Non, c'est bon. C'est super. Bonnes vacances à ceux qui partent. Ouais. Oui. Et préparez maintenant votre communication de la rentrée. On compte sur vous là-dessus. Bisous à tous, bisous à ceux que je connais. Bonne soirée. Au revoir. Alors. Tac. Allez, je prépare les liens. À bientôt Esther, à bientôt Michel. Merci Sylvie, j'espère que ça vous a aidé. Super. Salut à tous. Ciao. Ciao. Salut.